Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Des résidents de Tautira toujours opposés au dynamitage du rocher Paumato. Certains fervents défenseurs de l'histoire de la commune ont fait un sit-in pour contrer le projet de l'équipement. Et la visite marathon du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a tenu à rencontrer le personnel du CHT du Taoné. Il a d'ailleurs salué leur courage dans la lutte anti-Covid. Le ministre des Outre-mer est notre invité ce soir. Nous ferons avec lui un point d'étape sur sa visite en Polynésie. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, merci de m'accueillir. Avec vous, nous allons parler des professionnels du tourisme qui n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Ils réclament l'ouverture des frontières aux touristes européens. Et puis à Paris, nos deux lauréats du collège de Haroué qui ont remporté le concours national de la flamme de l'égalité ont touché le cœur du public au jardin du Luxembourg. Vous allez les entendre un peu plus tard dans ce journal. Enfin, rencontre à Bora Bora avec deux passionnés qui veulent se lancer dans la fabrication de rhum. Un breuvage qu'ils veulent d'exception et de qualité. C'est à découvrir dans votre rubrique Aïe, Fénois. Les résidents de Tautira ne décolèrent pas face au ministre René Temeharo qui veut dynamiter la falaise de Paumato au PK16. Des rochers qui appartiennent à leur patrimoine culturel. Ne touchez pas à notre histoire, c'est le cri d'alarme de certains habitants. Le ministre parle de sécurité, or le site n'a jamais connu aucun éboulement. Pour les défenseurs des traditions de Tautira, c'est une partie de l'histoire qui risque de disparaître. Stéphane Ratino et Patita Savia. Si le vent souffle à Tautira, il est encore sur un ton contenu pour les opposants. Ce matin à 8h, c'est-à-dire avant la fermeture de la route, une trentaine de personnes a pacifiquement marqué son refus des travaux sur la montagne. Il y a d'autres priorités que de dynamiter les trois pierres de la montagne. On ne veut pas barrer la route, mais au moins nos tavernas nous écoutent. Hein? Pour le dynamitage, on n'est pas pour. Là où l'équipement parle de mise en sécurité, ces enfants de Tautira cherchent la légende. La sacralité de la montagne signifie une totale immunité de ces rochers, ne pas y toucher. Parce qu'il y a un magnétisme, une connexion avec les ancêtres, la transmission orale et le corps en signalent une singulière présence. Ces cailloux-là, c'est l'histoire de cette montagne. Comment pourrait-on aujourd'hui démolir une histoire qui nous est restée longtemps et qu'aujourd'hui, moi, je partage toujours avec les jeunes. L'esprit des ancêtres vit toujours. Le monde invisible existe chez nous. Dans notre mythologie, c'est la magie de la culture. Mais derrière cette mobilisation, une question sous-jacente, l'identité à venir de Tautira. Cette charmante exclamation de la presqu'île est promise à une attractivité touristique toujours plus grande. Un aménagement de la plage est prévu. Une partie du collectif a un sentiment de dépossession de ce qui fut. Les travaux sur la montagne en accentuent l'intensité. J'ai pas envie que Tautira devienne touristique. L'identité de Tautira, c'est son sable noir. On nous a mis du sable blanc, venu de je ne sais quelle île. Je ne sais pas où ils ont été piqués ce sable blanc pour venir le mettre chez nous. C'est notre identité, plage noire, c'est chez nous. C'est en rapport avec la légende de Pélé, connue en tant que déesse du volcan en Hawaï, mais elle représente plus que ça. En fait, ce conflit émergent oppose la légitimité de la sécurité au récit de la mémoire. Ces habitants ne veulent pas de dynamitage. Ils demandent une autre solution pour les rochers et surtout une écoute plus attentive. Toujours est-il que ce matin, ils ont posé la première pierre de leur contestation. S'il faut rester là tous les jours, nous serons là tous les jours. Jour et nuit. Jour et nuit, s'il faut. S'il faut, nous serons là. C'est vraiment un combat important. Mais bien sûr, c'est important. Hein. C'est l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Ça a toujours été le Paumato ici, depuis. Je ne vois pas pourquoi, pour quelle raison ils vont modifier ce marché. Il y a d'autres solutions, ça à eux de voir, il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, l'atmosphère a été bon enfant. Les opposants s'attendent à une course d'obstacles, mais avec le souffle dans le dos, le soutien des habitants, ils espèrent sortir de l'impasse. Je vous rappelle que le dynamitage est prévu le 25 mai.
Et pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Polynésie, aucun nouveau cas de Covid n'a été enregistré depuis hier. Toutefois, la prudence reste de mise puisque l'on compte toujours 30 cas actifs et une hospitalisation en réanimation. Pour l'heure, plus de 32 000 Polynésiens sont immunisés, 50 300 attendent leur deuxième injection. Et on peut aussi féliciter le travail réalisé par le personnel médical du CHT du Taoné. Le ministre Sébastien Lecornu leur a rendu visite ce matin. Il a tenu à saluer le courage des femmes et des hommes qui se sont fortement mobilisés depuis le début de la crise. Une exposition photo leur rend hommage justement des moments forts qui ont marqué l'année 2020. Et c'est le docteur Sylvain Girardot, cardiologue au CHPF, qui les a immortalisés. Il est au micro de la Itemori et Hiro Terorotua. J'ai voulu mettre ça en avant, le changement du visage de l'hôpital. Et j'ai été absolument stupéfait de voir que même quand on a pris la deuxième vague de plein front, où on a vraiment souffert ici en Polynésie également, en France beaucoup, mais ici aussi, j'ai été agréablement surpris de voir que malgré ça, sur tous ces visages, il y avait toujours un sourire qui était affiché et cette espèce de bienveillance polynésienne qui est vraiment présente en permanence. Et c'est quelque chose vraiment que je voulais mettre en exergue. Alors que l'état de santé du pays semble s'améliorer, le tourisme s'essouffle face aux contraintes sanitaires. Frontières fermées, réduction des vols, quatorzaine et tests pour les voyageurs. Résultat, le secteur est grandement fragilisé et réclame la réouverture des frontières avec l'Europe. Lucille Guichet-Tirao, Patrick Sinsing et Hubert Liao. Derniers ajustements avant le grand départ. Demain, le navire Aranui accueille ses passagers. Direction les Tuamotu pour une mini-croisière destinée aux Polynésiens durant le long week-end. Mais seulement une cabine sur 4 sera occupée. L'ouverture aux voyageurs américains n'a pas changé la donne. La compagnie est en mode survie et attend le retour du marché européen. Je ne comprends pas pourquoi un vacciné maintenant, qui soit français, qui soit français, serait considéré différemment d'un Américain, puisqu'on a en plus un protocole sanitaire. Ces personnes-là vont se faire tester 3 fois avant d'arriver à la chambre d'hôtel. Pour l'heure, la compagnie évite les licenciements, mais 30 CDD n'ont pas été renouvelés. C'est le cas aussi dans l'hôtellerie. Malgré la réouverture des frontières aux États-Unis, quelques établissements choisissent encore de ne pas ouvrir leurs portes. D'autres ouvrent à perte. Cette semaine, le ministre des Outre-mer a conditionné le retour des touristes européens à 70% d'immunité des Polynésiens. Je ne crois pas que c'est réalisable, parce que déjà en France, ils n'arrivent pas à vacciner autant de monde. Je ne pense pas qu'en Polynésie, qu'on peut atteindre 70% d'ici le mois de juin. C'est pas possible, c'est irréalisable. Le pays estime que près de 3000 emplois ont disparu depuis l'année dernière et 20 000 autres fragilisés. Le ministre de la Santé envisage d'atteindre l'immunité collective d'ici 2 mois. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous sur ce plateau. On vient de l'entendre, vous conditionnez le retour des touristes européens seulement si 70% de la population est vaccinée. Comment accélérer justement la campagne de vaccination en Polynésie ? Merci de m'inviter et de prendre du temps. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec l'intervention de Mme Richmond quand elle dit que ce n'est pas possible et que même d'ailleurs en France métropolitaine, on n'arrive pas à ces taux-là. Et pour cause, en France métropolitaine, on n'a pas le même accès aux doses de vaccins parce que la population cible de personnes à vacciner est nettement plus importante. Et puis surtout, on a d'abord fait des choix là-bas de prioriser d'abord les personnes très âgées, puis ensuite la classe d'âge qui suit, puis ensuite des personnes qui ont des facteurs de comorbidité. Ici, on a fait un choix avec Edouard Fritsch complètement différent, c'est d'ouvrir à la vaccination massivement pour toutes les personnes qui ont plus de 16 ans, et il y a des doses en grande quantité, pardon de le dire, mais en grande quantité, des doses de Pfizer ou de Johnson & Johnson, les vaccins qui sont désormais les plus connus, en quelque sorte, sur la surface planétaire. Donc, c'est pas vrai de dire qu'on n'a pas la capacité à le faire. On a la capacité à le faire vite. Deuxième des choses, j'ai accepté de rouvrir les frontières pour les touristes américains dans cette phase, justement, progressive de réouverture. Pour quelle raison ? Déjà parce que les Américains ont un niveau de vaccination beaucoup plus élevé que nos concitoyens français, que d'ailleurs, j'insiste, mais ça y est, les Américains viennent d'ouvrir la vaccination aux adolescents et aux préadolescents. Ça va être intéressant pour le tourisme, pour les faire venir en famille. Et puis surtout, malheureusement, solidarité avec l'Hexagone, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes malades pour 100 000 habitants, est nettement plus important en France métropolitaine qu'il ne l'est aux États-Unis. Donc il faut avancer pas par pas.
Et le dernier élément à regarder, et merci de me laisser le temps de l'expliquer, c'est quand même de protéger les Polynésiennes et les Polynésiens. Au mois d'octobre dernier, au mois de septembre dernier, il n'y avait pas le vaccin. Là, on a le vaccin, on a la solution. Qu'on le veuille ou non, on a la solution de protection. Alors, moi, j'accepte de rouvrir les frontières progressivement. En plus, le soutien à l'économie touristique, il est massif. Peut-être qu'on y reviendra, mais l'État paie. Regardons les autres pays de la zone. Regardons d'autres grandes destinations touristiques dans le monde, Maurice, les Maldives, etc. Ils n'ont pas les vaccins et ils n'ont pas les fonds de solidarité. Donc, moi, je comprends la détresse du monde touristique. Quand on a un hôtel, quand on a un restaurant, lorsqu'on a une compagnie de croisière, lorsqu'on est dans le loisir nautique ou la culture, on n'a pas envie de vivre d'aide de l'État. On a envie de travailler. Enfin, on a aussi envie de protéger la santé de nos concitoyens. Vous avez sûrement discuté avec les autorités du pays des échéances pour la vaccination. Vous avez prévu à peu près vers quand est-ce qu'on pourrait éventuellement ouvrir les frontières à l'Europe ? J'ai pas voulu donner de date parce que maintenant je commence un peu à savoir comment ça fonctionne. Quand on donne une date, on devient fétichiste un peu de cette date, on s'y accroche et puis derrière on perd un peu en résultat. Moi je pense que si vraiment tout le monde s'y met, à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, on a quelque chose qui est réglé en matière d'immunité. Mais je le vois bien. J'étais à l'hôpital ce matin, il n'y avait pas non plus une foule incroyable en attente de se faire vacciner. J'ai vu. À Bora Bora, mon ami Gaston Tongsong a mis en place un vaccinodrome avec tout ce qu'il faut en termes d'organisation. Il n'y avait pas non plus une queue incroyable devant le vaccinodrome. Donc moi, j'ai été lourd en répétant plusieurs fois ces messages depuis mon arrivée. Mais je pense que c'est mon rôle aussi de le faire. Le haut-commissaire le fait, les autorités du pays le font, le ministre de la Santé, qui est lui-même médecin, il faut se faire vacciner. Dernière question, Monsieur le Ministre. Vous avez rencontré les professionnels du tourisme de Bora Bora en leur promettant justement le maintien des aides de l'État. S'agit-il du Fonds de solidarité nationale ou des prêts garantis par l'État ? Les deux. Les prêts, il faudra les rembourser. Donc Bien ça, sûr. évidemment, c'est quelque chose de toujours plus délicat. Le Fonds de solidarité, non seulement on continue de le mettre en place. Deuxième chose, sur certaines activités qui vont reprendre, on le fera fonctionner à 50%, parce que parfois le redémarrage va être long, pas parce que vous ouvrez vos activités que du jour au lendemain, le carnet de commandes ou de réservation se remplit. Puis dernier élément, moi j'adapterai en plus ces outils à chaque territoire d'outre-mer, parce que tout simplement la situation liée à l'épidémie n'est pas la même dans chaque territoire. En ce moment, au moment où on se parle, tout à l'heure, cette nuit, ici à Papeete, je ferai en visio le Conseil de défense et de sécurité nationale et je devrais proposer des mesures de durcissement pour la Guyane. Donc on le voit bien que ces éléments de soutien, il va falloir les différencier. Vous avez fixé une enveloppe pour la Polynésie ? C'est pas par enveloppe, on a fait mieux que ça, pardon. On part de l'entrepreneur, on regarde sa situation, ça déclenche automatiquement la solidarité. On n'a pas fait des enveloppes qui auraient créé des plafonds. Le quoi qu'il en coûte et la solidarité nationale, elle s'est construite différemment et personne n'a manqué de rien. En tout cas, depuis que je suis là, personne ne m'a fait le reproche sur les mécanismes de soutien. Merci pour ces premières réponses, Monsieur le Ministre. Et hier, vous avez pu aborder à la résidence du commissaire la question ultra sensible de l'indemnisation des vétérans du nucléaire avec les différentes associations antinucléaires. Une question qui sera au cœur d'une table ronde parisienne avec le président Emmanuel Macron. Les points de friction n'ont pas manqué, surtout avec l'association 193. Et vous n'avez cessé de répéter que le président Macron est prêt à tout assumer. L'État, justement, est-il prêt à amender la loi Morin en supprimant, par exemple, la condition du miliciver ou encore la date du 31 décembre 1998 ? Déjà hier, la rencontre, c'est tout un symbole. On ne l'a pas fait au commissariat. On l'a fait à la présidence de la Polynésie française parce que c'est Édouard Fritsch qui a tenu à préparer ces tables rondes parisiennes. Moi, je le remercie parce qu'il aurait pu aussi, dans une posture, parfois comme certains hommes politiques peuvent faire, un peu lâche, manquant un peu de courage, en disant après tout c'est l'affaire de l'État, débrouillez-vous. Il n'a pas fait ça, Édouard Fritsch. Il a dit il y a des blessures, ce livre toxique est venu retravailler les plaies et faire mal, ça crée de l'émotion, donc on va prendre le temps de se parler. C'est ce qu'on a fait hier. Moi je l'ai dit, et je répondrai précisément à votre question, mais déjà pour bien comprendre, le président de la République, il a été élu, il avait 40 ans. Je suis ministre des Outre-mer, j'ai 34 ans. Ça veut dire aussi que la génération de décideurs qui incarnent l'État aujourd'hui a nécessairement un rapport avec la question nucléaire qui est différente que celle de nos aînés, et pour cause. Le président de la République, il n'était pas ministre, ou il n'était pas député, il n'était pas sénateur lorsque les derniers essais ont été décidés. Alors après, on a des positions sur la dissuasion nucléaire, ça c'est une autre affaire. On va prendre le temps, lors de la table ronde à Paris, de prendre toutes les questions. 193, le père Auguste, qui était là hier, a listé énormément de questions avec
beaucoup de précisions et je lui en suis Comme la reconnaissant. question du millisivert, justement, dans la loi Morin. Une dizaine de questions en tout, sur lesquelles d'ailleurs il y avait un débat autour de la table sur le millisivert. Je ne vais pas vous répondre maintenant, le principe des tables rondes, c'est pas de couper l'herbe sur le pied au débat. Mais en tout cas, je vais être encore plus direct. L'indemnisation aujourd'hui individuelle des personnes qui ont été malades ou leurs ayants droit est une indemnisation qui, de toutes les évidences, trop rigide, trop technocratique, pas assez adaptée à la situation des femmes et des hommes qui vivent dans un certain nombre d'atolls. Donc il est évident qu'on doit faire des efforts de simplification. Après, je ne veux pas aller plus loin ce soir devant vous, pas parce que j'ai pas envie, j'en aurais bien envie, mais je veux aussi qu'on prenne du temps, parce que si on ne prend pas ce temps, madame, dans 5 ans, on y sera encore. On aura toujours un livre nouveau, des archives nouvelles qui viendront dire des choses. Améliorer ce texte de la loi Morin. Mais pas que sur les questions aussi environnementales, sur la vérité et les vérités, vous savez, c'est aussi les questions sanitaires et environnementales, c'est aussi les questions d'emploi, d'économie, de fiscalité. Ce centre d'exploitation des essais du Pacifique, pardon, il a quand même ramené beaucoup de richesses ici, il a permis de lever beaucoup de finances. Bon, je pense que vos prédécesseurs n'ont pas arrêté de le répéter. Maintenant, ce que veulent les Polynésiens, c'est vraiment quelque chose de concret. Je pense aussi que les Polynésiens, ils veulent savoir à quoi a servi cet argent. Vous ne pensez pas ? Parce que pour l'instant, la loi Morin bloque beaucoup justement l'indemnisation des familles. Mais il n'y a pas que la loi Morin. Il y a 4 points quand même qui bloquent. La manière dont on remplit les dossiers. Aujourd'hui, à périmètre de la loi Morin égale, mettons, plein de personnes n'arrivent pas ou refusent de se lancer dans une processus d'indemnisation parce que c'est trop difficile. On va prendre chaque problème. C'est trop difficile parce que justement, il y a trop de points bloquants. Ou parfois que tout simplement le système est trop complexe. Alain Chrisnard, qui a présidé le CIVEN, le dit. Donc moi, j'ai nommé un préfet qui s'appelle M. Rousseau, qui va se déployer très très vite justement pour lister l'ensemble de ces sujets. Certains sont connus. Vous me relancez 3 fois sur la même question. Pardon, hier, j'ai entendu une dizaine d'autres sujets qui tenaient tout autant à cœur des intervenants autour de cette réunion préparatoire. Ce préfet Rousseau, en lien avec le nouveau patron du CIVEN et le haut-commissaire, et évidemment les armées, parce que je ne suis pas ministre des armées, on va continuer justement de bien documenter tout ça. Édouard Fritsch, lui, avec la personne qu'il a nommée, va continuer de faire travailler l'ensemble de ces associations et on va composer... Là, vous parlez de l'organiser la table ronde. Là. Ah oui, moi je veux que ça soit... Enfin, on va être très clair. Soit c'est du symbolique et c'est fait pour faire de la politique, et auquel cas ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi pas en Polynésie ? Pourquoi en France ? J'y viens. Soit c'est fait pour, au contraire, apporter des réponses très précises, très sérieuses, parce que c'est notre manière aussi de respecter les gens. Quand les gens posent une question précise, il faut y répondre précisément. C'est une manière de respecter. Pourquoi à Paris ? Parce que ce n'est pas un sujet local, c'est un sujet national, parce que ça intéresse la nation tout entière. Parce que vous soyez normand ou breton, ils sont en droit de savoir ce qui s'est passé ici en Polynésie. Soit on considère que c'est un petit sujet local, soit on considère que c'est un grand sujet national. Si c'est un grand sujet national, ça vaut le coup de prendre l'avion pour aller à Paris. Donc c'est pas du mépris que de faire cette table ronde à Paris. Et pour cause, le président de la République, il sera là au mois de juillet. Donc de toute façon, on reparlera de nucléaire avec le président de la République ici au Fénois au mois de juillet. Mais qu'avec les armées, les experts, les associations, les parlementaires, pas que ceux de Polynésie, mais tous les députés, tous les sénateurs, qu'on ait ce moment de travail autour des essais nucléaires me paraît être une bonne chose. Monsieur le ministre, la CPS a dépensé plus de 70 milliards de francs pacifiques pour les malades victimes du nucléaire, soignés depuis 1992. L'État compte-t-il prendre une partie de ces dépenses à sa charge ? Ça sera aussi à l'ordre du jour de la table ronde. Mais j'ai envie de vous dire, il faut même aller plus loin dans la réflexion. Il y a les cancers d'hier, il y a aussi les cancers de demain. Tout à fait. J'ai pu échanger ce matin avec la communauté médicale du centre hospitalier. Je tiens vraiment à leur rendre hommage. Le vrai sujet, c'est de se dire en 2021 comment je me fais soigner quand j'habite à Rikitea, aux Australes ou aux Marquises. Et je pense qu'on le verra lors de la visite du président de la République, mais il y a les essais nucléaires, leurs effets néfastes et leurs conséquences sur la santé. Mais je pense que même avec ça, ou même sans cela, il y a la place pour un beau débat sur comment on se soigne en Polynésie française à l'avenir. Donc il faudra aller au-delà, parce que je ne peux pas vous dire que j'ai 34 ans et vouloir regarder le passé. Le dernier tir, j'avais 10 ans. Donc moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis ministre des Outre-mer maintenant, c'est aussi de se dire c'est quoi l'offre de santé, c'est quoi l'offre de soins en Polynésie dans les années qui viendront. C'est ça l'enjeu. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons revenir vers vous juste après, puisque ces thèmes sur l'indemnisation seront aussi abordés demain avec Père Auguste Carlson, le président de l'association 193, sera l'invité café de votre matinale radio demain matin.
Autre sujet délicat pour vous, Monsieur le ministre, celui des fonctionnaires d'État. 11 000 fonctionnaires exactement, dont la moitié exercent dans l'éducation, avec deux problématiques majeures, l'ITR et le Centre d'intérêt matériel et moral, le fameux CIMM. Les précisions de Heidi Enko et Laït Temauri et Hiro Terurutua. CIMM et ITR, de simples sigles pour certains, mais au centre des préoccupations pour de nombreux fonctionnaires d'État en poste en Polynésie. Tout d'abord, les centres d'intérêt matériels et moraux qui permettent notamment aux Polynésiens fonctionnaires d'État d'être prioritaires sur un recrutement aux Finnois. Du moins, c'est ce que devait assurer la loi EROM sur l'égalité réelle outre-mer. Depuis la loi EROM et la loi de 2018, il y a vraiment un mouvement, une accélération. Maintenant, ce n'est pas parfait, bien évidemment. Il y a encore des fonctionnaires qui sont en attente de retour. Dans tous les corps d'État, il y en a beaucoup. Par la police, on a beaucoup de mal à faire revenir nos originaires, malgré le fait qu'il y ait eu la loi EROM et qui a rendu prioritaire, qui donne une priorité au personnel originel de rentrer chez eux. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe parce qu'il y en a pas mal de Polynésiens qui attendent encore de revenir et le souci qu'on a, c'est que les décisions se prennent à Paris. Autre dossier épineux, celui de l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires. Une indemnité qui ne cesse de baisser et est vouée à disparaître en 2028, comme vous pouvez le voir sur cette simulation d'un retraité. La députée Nicole Sanker soutient les syndicats des fonctionnaires qui aimeraient voir un gel de l'indice. Lorsqu'on nous a imposé cette réforme de l'ITR avec une extinction en 2028, l'État s'était engagé à mettre un dispositif compensatoire et de continuer le dialogue avec les représentations syndicales ultramarines. Et malheureusement, ces discussions, ces tables rondes n'ont jamais eu lieu. De ce dispositif, ils nous ont donné un rapport qui semblerait ne prouvait pas qu'il y avait une vie chère en Polynésie. Donc à l'époque, c'était à l'époque 2 ans après, donc en 2011, si je ne me trompe pas, on nous a confondus avec la Nouvelle-Calédonie lors de la rencontre avec Bercy. Et nous avons claqué la porte parce que c'était pour nous un mépris total des Polynésiens. Demain, la porte du ministre leur sera de nouveau ouverte et le dossier du CIMM et de l'ITR devrait évidemment être abordé. De plus, une mission parlementaire est prévue en Polynésie au mois de juillet prochain. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ces représentants syndicaux qui réclament le gel de l'ITR? Bon, déjà, je vais pouvoir m'adresser directement à eux demain, parce qu'évidemment, je vais passer du temps avec eux. C'est d'ailleurs la moindre des choses. À travers ces sujets, quand même, c'est aussi pour moi l'occasion de remercier celles et ceux qui rendent le service public. Parfois, ils ont été montrés du doigt, il n'y a pas très longtemps encore, sur la crise Covid, comme si c'était eux qui ramenaient le virus ici au Fénois. Donc moi, je veux les défendre. Je suis ministre, je représente l'État. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour eux, justement, qui... Alors, j'y viens, mais je voulais vraiment les remercier. Non, il y a 2 sujets avec 2 réponses de nature différente. Sur l'ITR, attention, on a une réforme des retraites qui est en cours. On a fini par l'oublier parce que tout a été suspendu par le début de la crise Covid au moment des élections municipales en 2020, rappelez-vous. Mais le président de la République sera amené à dire ce qu'il devient de cette réforme des retraites. Et donc, je redis ce qui a été dit à l'époque, mais c'est important, on doit trouver une solution sur l'ITR dans le cadre de la réforme des retraites. En tout cas, j'aurai l'occasion de détailler tout cela demain avec les syndicats. Sur les centres matériels et moraux, pour le coup, il y a un sujet qui, me semble-t-il, devient urgent. Il crée un malaise et surtout une inégalité entre les différentes fonctions publiques d'État. Que vous soyez enseignant, vous travaillez au SARIA, que vous soyez policier, que sais-je. Donc ça, moi, en lien avec Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique, je pense qu'on va vite lancer une mission de coordination au sein du gouvernement pour faire des propositions. Les tables rondes, de ce que j'en ai compris, ne se sont pas tenues. Moi, je souhaite reprendre ce dossier. Je ne suis pas le seul ministre à décider dans cette affaire, mais il est clair qu'on ne peut pas comprendre et défendre des ruptures d'égalité au sein des fonctionnaires de l'État en Polynésie. Ça, c'est pas entendable et donc il faudra changer les choses. Justement, la loi EROM est là pour essayer de régler les choses. Pourquoi est-ce que dans la réalité, cela ne se fait pas ? Parce qu'il y a parfois beaucoup de sujets, parce que parfois l'art d'exécution est compliqué, parce que parfois l'éloignement, je n'ai pas de langue de bois, mais l'éloignement, évidemment, avec l'Hexagone
peut créer aussi des retards dans certain nombre d'applications. Moi, je suis ministre des Outre-mer depuis le mois de juillet, donc je prends ma part. Mais ce sont des sujets qui doivent être traités et dont je souhaite qu'on Il y a des solutions alors moi, je souhaite qu'on ait une méthodologie claire avec des réponses claires qui soient apportées avant la visite du président de la République. C'est le moindre des choses que l'on doit à celles et ceux qui ont servi la République et l'État. Voilà, je rappelle que vous allez rencontrer les syndicats des fonctionnaires d'État demain après-midi. Restez avec nous, monsieur le ministre. Vous le savez, la Polynésie a lancé depuis 2015 son plan de transition énergétique. Le ministre des Outre-mer s'est rendu ce matin à l'hôpital du Taoné sur le site du SWAC, le système de climatisation par eau de mer en assemblage donc à Taoné. Il est capable de produire l'équivalent de la climatisation de 4000 foyers pour un coût énergétique très réduit. Une économie à terme de 350 millions de francs par an pour le CHT du Taoné. Et donc, par rapport à cela, monsieur le ministre, vous le savez, le coût de l'électricité en Polynésie est l'un des plus élevés au monde. Wallis et Futuna bénéficient des dispositions de la CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Ce dispositif sera-t-il étendu à la Polynésie ? C'est pas encore à l'ordre du jour. Ça continue d'être étudié par la Commission de régulation de l'énergie, qui est dirigée par un préfet qui s'appelle Jean-François Carinco. C'est un sujet d'ailleurs qu'on n'a pas traité encore avec les responsables politiques polynésiens depuis mon arrivée. Je pense qu'on a deux sujets, le prix de l'électricité et comment cette électricité est produite. Et la question de la CSPE, maintenant, il faut la connecter à la transition énergétique. Parce que la CSPE, pour continuer à produire autant d'électricité avec des énergies fossiles, pour le coup, il y aurait quelque chose qui n'irait pas bien. Donc cet après-midi, j'ai pu survoler un certain nombre de barrages. Je m'étais intéressé à l'hydroélectricité lorsque j'étais jeune secrétaire d'État à l'écologie ici même. Donc moi, un débat sur l'énergie qui intègre la question du coût de l'électricité, mais aussi de la manière dont on le produit, n'est pas un mauvais débat. Mais si c'est que la CSPE d'un côté ou si c'est que la transition énergétique de l'autre, ça ne fonctionnera pas. Et les jeunes générations diront, mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait là ? Au moment où vous avez fait une réforme du coût de l'électricité, vous n'avez pas prévu de verdir tout cela. Donc ça, il faut qu'on soit au présent et au rendez-vous sur ce sujet. C'est un sujet qui vous l'avez présenté de manière simple. Il est redoutablement compliqué quand même dans la mise en œuvre. Il faut une loi. Enfin bref, les choses sont complexes. En tout cas, il n'y a pas d'opposition du gouvernement, mais je veux bien qu'on s'assure quand même d'avoir une stratégie partagée avec l'ensemble des autorités du pays. La Polynésie pourrait espérer donc bénéficier de ce dispositif. En tout cas, il n'y a pas de refus de notre part. Ça prend du temps. Il y a aussi la question de ce qui est fait en Polynésie. Est-ce que ça crée aussi la même situation en Nouvelle-Calédonie ? En Nouvelle-Calédonie, le rapport à l'électricité il est aussi différent parce que la question du nickel est derrière. Donc les usages domestiques ne sont pas les usages économiques. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets qui doivent être traités, mais c'est un sujet qui est intéressant. Mais une fois de plus, attention, il faut penser à la transition énergétique. Si c'est pour brûler du fioul. Dernière question, monsieur le ministre. À quelle date le président Emmanuel Macron va-t-il venir en Polynésie ? Le Covid contrarie quand même beaucoup à l'agenda d'un président de la République, mais c'est pour l'été. Ce sera aussi donc le mot de la fin. L'été dans l'Hexagone, donc pour le mois de juillet. Voilà. Monsieur le ministre, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et dans ce marathon de la journée, le ministre des Outre-mer s'est aussi rendu cet après-midi du côté de la presqu'île. La délégation a assisté à une présentation des projets de l'intercommunalité Terehe à Manu, qui regroupe 5 communes du sud de Tahiti, Papara, Tevayuta, Tayarapu Ouest, Tayarapu Est et Hitia Otira. Et justement, comment résister à l'envie de découvrir le site mythique de Te Hupo. Les associations qui ont manifesté contre les JO de 2024, malheureusement, n'ont pas été invitées. Elles restent vigilantes quant aux infrastructures envisagées pour l'événement. Sur place, Nicolas Suiré, Patrick Tinsing. Merci de m'accueillir. You're welcome. Ah, ça c'est le ministre d'Angleterre. Un peu inou, ça va. Ça nous prévient pas. Merci. Bonjour, jeune homme. Sans invitation, Annick Paufei, couronne à la main, intègre le cortège du ministre des Outre-mer qui se rend à Te Hupo. Elle savait qui serait là et à qui adresser ce petit message. Nous sommes présents, ne nous oubliez pas, nous comptons aussi pour organiser cet événement des JO de surf 2024. Il y a eu une réunion à la présidence. Le maire de l'époque m'avait demandé de le suivre en tant que présidente du comité du tourisme. J'y suis allée. Et depuis, plus rien. Et je suis un petit peu ino-ino. Un projet qui n'a pour l'heure rien de concret, bien que plusieurs aient leur idée sur la façon dont les structures devraient être mises en place. C'est le cas de l'entraîneur olympique de l'équipe française de surf.
Si on veut des infrastructures, mais il ne faut pas que ce soit des infrastructures qui restent sur place. Il faut peut-être mettre des stands, des scaffolding et tout ça, mais après l'événement, de repartir avec et de garder Chopo comme il est aujourd'hui. C'est ce que le touriste il veut de toute façon, c'est retrouver après les JO Chopo comme il est aujourd'hui. Des recommandations qui semblent avoir été prises en compte au niveau du pays. Les installations qui seront mises en place pour les Jeux, spécialement pour les Jeux, seront des installations démontables, voire rétractables, suivant ce que les communes le souhaitent. La deuxième idée, c'est effectivement, nous n'allons pas nous mettre en opposition avec les communes, parce que si nous nous mettons en opposition avec les communes, les choses n'avanceront pas. Les communes, c'est la population, il ne faut pas l'oublier. Affaire à suivre donc, jusqu'à ce qu'un projet entièrement détaillé soit proposé à la population du site et à ses associations représentatives. Allez, nous refermons ce chapitre avec le programme de la visite ministérielle demain, prévu donc au centre pénitentiaire de Noutania à 9h30, suivi en début d'après-midi d'un déjeuner avec les acteurs de l'économie du Fénois. Enfin, 15h30, il rencontrera les syndicats des fonctionnaires d'État, comme il le disait tout à l'heure. Nous vous le disions hier soir, dans le cadre de la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, 2 collégiens de Haroué et leurs enseignants lauréats du concours national de la flamme de l'égalité sont allés chercher leur récompense et ils ont ému leur auditoire au jardin du Luxembourg. Le reportage à Paris de nos confrères. C'est un travail de jour et de nuit, sans aucun droit, sans aucun salaire, sans habit. C'est avec beaucoup d'émotion et face au président de la République Emmanuel Macron que Valérie Delannoy et ses 2 élèves polynésiens ont récité leur slam contre l'esclavage. Pour Théao, collégien de 13 ans, être présent ici aujourd'hui est à la fois un honneur et un devoir. Noir n'est que cicatrice blanche et ta vie n'est qu'obstacle et branche. L'esclavage, c'est violent, c'est des personnes qui sont capturées dans leur pays en Afrique. Ils traversent l'océan Atlantique et ils sont emmenés jusqu'aux Antilles. Ils sont mis aux enchères et ensuite ils sont forcés au travail. C'est ça que tu ne travailles pas, tu te fais fouetter, tu es maltraité. Parmi les 4 slams réalisés par les collégiens, c'est le 3e, intitulé « Porté par le vent de l'espoir », qui a été choisi. Théo Manoui, 14 ans, est l'auteur de ce texte. Où chaque parole est un poison et chaque accord un hurlement. J'écris toujours depuis que je suis très petit, j'adore écrire, j'écoute beaucoup de chansons. C'est un combat de sueur et de sang, d'aléas qui viennent et qui vont. L'esclavage est vraiment un thème qui m'a énormément inspiré, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Et l'esclavage a engendré tellement de souffrances. Les inarrêtables aiguilles du temps continueront à tourner à chaque instant. Pour leur enseignante Valérie, porteuse du projet, la prestation de ces collégiens est une réussite. Valérie Delannoy, vous êtes donc en classe de 4e en Polynésie. Merci et bon retour. La Polynésie est loin de la thématique de l'esclavage à la base, il n'y en a pas eu. On est loin des Antilles, de la Guyane, et donc de faire découvrir cette thématique aux élèves, c'était fort. Et je pense que les élèves, avec le cœur qu'ils ont été d'autant plus révoltés, d'autant plus à l'écoute et très très conscients de ce que l'esclavage avait engendré. Mission accomplie pour le trio du Fénois. Encore quelques jours pour profiter de Paris, puis ce sera le grand retour en Polynésie. Retour au Fénois justement avec l'hommage rendu ce soir à Tuar Itaura, dit Papa Tchota. Sa dépouille mortelle a enfin été rendue à sa famille. Une prière sera dite ce soir à la salle Manouiti de Paia. Son corps sera exposé demain à 12h30 à la chapelle SDJ de Papéhoué. L'inhumation aura lieu au cimetière communal Ofait Auto de Tiapa à 16h. Enfin, pour clore ce journal comme promis, la culture de la canne à sucre se démocratise en Polynésie. Après des essais qui se sont avérés fructueux, 2 associés installés à Bora Bora se sont lancés dans la fabrication de rhum. Et pas n'importe lequel, un rhum de prestige. Ignacio Raveino et Jacques Damour. Né d'un père australien et d'une mère originaire de Papara, c'est tout naturellement que Johnny est venu s'installer en Polynésie. Ce n'est pas le lagon de Bora Bora qui l'a attiré, mais plutôt ses vallées. Un terrain propice pour s'exprimer. En effet, voilà plus de 10 ans que Johnny se passionne pour la culture biologique et 3 ans qu'il cultive de la canne à sucre. On voyait des champs de canne avec des mecs en train de couper les cannes. Et je dis, tiens,
comme c'est son métier, je me suis dit pourquoi on ne ferait pas de la canne à sucre pour pouvoir faire notre propre rhum. Voilà. Et ça commence comme ça. Et ça commence, franchement, où j'ai habité avant Tara. Oui, été là-bas et je connais la personne qui fait le rhum là-bas. Et on a acheté la canne là-bas. On l'a ramené ici et on l'a planté dans notre propre terre. C'est en 2009 qu'il pose ses valises à Taha d'abord, où il plante de manière plus conventionnelle. Selon ses propres mots, il aurait été empoisonné par les produits chimiques qu'il utilisait. Désormais, c'est en famille qu'il cultive ses propres légumes. Une agriculture qui lui tient à cœur, au point de déteindre sur ses enfants et d'en faire une véritable philosophie de vie. Et ça, c'est l'avenir, parce que qu'est-ce que c'est? Tout le monde dit que ça allait revenir normal. C'est pas normal encore. Le normal, c'est qu'est-ce que nous faisons maintenant pour achieve un nouveau normal. C'est jamais comme avant. Et j'espère que avec le Phare pour Naturel, on peut aider dans cette direction pour aider l'employment, enlever la délinquance, aider la santé, prévenir. C'est pour moi, c'est une façon pour vivre la vie. Nous vivons comme ça. Ça, c'est notre supermarché. Nous appelons ça, c'est notre pharmacie. Parce que chaque fois que nous mangeons ici, nous connaissons, nous prévenons le problème qui est revenu. Et c'est une façon pour vivre une vie. Dans les prochains jours, Johnny va faire analyser ses cannes pour savoir si la quantité de sucre y est suffisante pour la fabrication de rhum. Si son projet aboutit, sa plantation devrait occuper les 4 hectares de terrain dont il dispose. Avant de nous quitter, selon les derniers sondages de Médiamétrie publiés ce matin, nous sommes heureux de vous apprendre que Polynésie, la première, reste leader sur l'information télévisée devant Tahiti Nui Télévision. Télé Polynésie et Radio Polynésie ont même gagné des points sur l'ensemble de la programmation. Et cela, c'est grâce à vous, chers téléspectateurs, et nous vous en remercions infiniment. Maruru Maitei. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le ministre des Outre-mer confirme que la table ronde sur le nucléaire aura bien lieu à Paris et que tous les sujets seront abordés. Il n'y aura pas de sujet tabou. À la une de votre dépêche demain, le quotidien titre French Tech Polynésie, la relance passera par le numérique. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous à suivre Marley, un documentaire exceptionnel et surtout un portrait intime de la légende Bob Marley. 21h45, un concert avec Ziggy Marley en tournée mondiale. 23h10, Rowan Marley vous fait découvrir la culture jamaïcaine. Belle nuit sur la première, à demain. On se quitte sur ces belles images de surf à Te Ahupu'u. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet